Bonjour à toi, bienvenue sur le podcast Guerrier Zen axé sur l'émergence de la performance en pleine conscience. Dans ce podcast, mon intention c'est de t'offrir ma vision, ma perspective, mon expertise dans le domaine de la préparation mentale. Je veux t'inviter à entreprendre un voyage avec moi en tant que guerrier zen pour évoluer vers le samouraï. Le samouraï qui est, dans mon modèle, l'expression de notre potentiel, qu'il soit sportif, professionnel, artistique, mais d'abord et avant tout humain. Mon nom est Guylaine, je suis préparatrice mentale, entraîneur de niveau international et athlète médaillée d'or au championnat du monde d'Ultimate de 2014. Dans cet épisode, je te présente une habileté fondamentale du zen qu'on veut apprendre à maîtriser pour arriver à performer tout en adoptant un état d'esprit serein. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'être ici aujourd'hui et de poursuivre avec moi l'aventure du guerrier zen. Dans le dernier épisode, j'ai décrit le guerrier, ses attitudes. Aujourd'hui, j'aimerais parler du zen. Généralement, le zen, ça nous fait penser à la sérénité. Mais la sérénité, la paix, c'est le résultat de la pratique du zen. Et la pratique du zen, c'est quoi? J'en ai parlé dans le premier épisode. Le zen, c'est associé à la discipline de l'esprit. Et pour discipliner mon esprit, je vais développer des attitudes, des habiletés très, très spécifiques. Quand je rencontre une problématique, j'ai deux choix. Je peux soit agir sur la situation pour tenter de la changer, ou je peux changer ma perception de la situation. Le guerrier, lui, il vise à agir sur la situation pour la changer. Le zen vise à changer la perception de la situation. On a besoin des deux. Il y a des moments pour observer et pour modifier notre vision des choses, puis il y a des moments pour agir puis prendre le contrôle des situations. C'est important de savoir entrer en action, puis savoir oser poser des gestes pour obtenir des changements. Et ça va souvent, pas toujours, mais souvent, survenir quand nos actions sont motivées par la peur, par le manque ou par le besoin. Imaginons que je suis un athlète qui a été coupé d'une équipe suite à un camp de sélection, puis que ça fait 2 saisons d'affilée que ça m'arrive. C'est peut-être un bon moment pour réfléchir à ce qui s'est passé puis à ce que je veux vraiment. Mais mon besoin d'approbation, de reconnaissance, de succès pourrait être tellement élevé, tellement grand, tellement important que ma réaction automatique pourrait être de constamment redoubler d'efforts pour obtenir le résultat dont j'ai besoin et même parfois au prix de mon authenticité puis au prix de ce que je veux vraiment. Je pourrais commencer à faire des compromis, accepter de faire des choses pour plaire ou pour augmenter mes chances de réussite, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait alignés avec mes valeurs. Et quand je fais ça, je me coupe de moi-même. Je ne reconnais pas vraiment qui je suis, puis je ne reconnais pas mes besoins. Quand on fait ça, au fil du temps, on commence à ressentir du stress, de la peur. C'est comme une anxiété qui est un peu toujours là en arrière-plan, puis on ne sait pas trop pourquoi. On se lève le matin, puis on se sent plus ou moins bien. On commence à avoir des blocages. Tout ça, c'est dû au fait qu'on s'éloigne de plus en plus de qui on est réellement. Et là, je viens de parler de sport, mais la même chose peut se produire au travail. Je vais raconter quelque chose que je ne raconte pas souvent. Il y a plusieurs années, j'ai démarré une entreprise avec 3 partenaires dans le domaine des gyms de fitness. J'embauchais puis je formais des conseillers en entraînement, puis c'est moi qui étais à la tête des opérations. Et un de mes partenaires était un homme d'affaires qui était très expérimenté, qui était reconnu dans son domaine, puis il possédait plusieurs entreprises, puis il avait un très bon niveau de vie. Personnellement, dans ma famille, on n'avait pas beaucoup d'argent quand j'étais plus jeune, puis mon but, c'était d'arriver à un niveau où j'aurais pu à m'inquiéter à la fin du mois quand venait le temps de payer mon loyer ou à chaque fois que je voulais aller dans un restaurant. Donc, dans ma situation d'affaires, j'étais hyper disciplinée, j'écoutais à la lettre mon partenaire, puis plusieurs fois, j'ai fait des compromis sur mes valeurs. C'était subtil, j'en ai pas pris conscience immédiatement, puis au final, j'ai rien fait d'illégal, mais par exemple, à certains moments, j'ai établi des ententes avec des propriétaires de gym qui semblaient peut-être faire des affaires un peu douteuses, puis quelque part dans mon inconscient, je le savais. À certains moments, j'ai mis un peu de pression sur mes collaborateurs aussi parce que nos ventes n'étaient pas au niveau où mon partenaire l'aurait voulu. Donc, mon partenaire me mettait la pression, moi, je mettais la pression sur les autres. Ça a pris 2 ans.
Au bout de 2 ans, j'ai commencé à faire des attaques de panique, des cauchemars, j'avais des maux de tête tellement intenses que pendant une certaine période, j'étais même plus capable de lire un livre ou de regarder un film. Je suis allée voir des ostéopathes, des physiothérapeutes, mais ça ne s'améliorait pas. À un certain moment, j'en pouvais plus et j'ai fini par comprendre que j'étais tout simplement pas à ma place. Ça m'a pris un peu de courage, mais j'ai mis fin à mon partenariat, puis en très peu de temps, les maux de tête ont disparu, les attaques de panique aussi. Dans mon sport de prédilection, la gymnastique, on voit souvent des blocages, des peurs, de l'anxiété de performance. Puis au fil du temps, j'ai appris que c'est souvent lié à des objectifs, des choix, des décisions qui ont été établis par les athlètes pour plaire ou pour rencontrer les attentes des autres. Les athlètes vont le faire pour leurs parents, leurs entraîneurs, pour la reconnaissance, le succès, mais rarement pour le plaisir. Et c'est là que le zen entre en jeu. Avec les attitudes du zen, on apprend à prendre du recul puis à observer. Observer ce qui se passe en nous pour comprendre les schémas automatiques, les schémas inconscients qui se jouent. Au lieu d'essayer d'en faire toujours plus pour répondre à nos peurs, pour combler nos manques, on prend le temps de les regarder. C'est désagréable, c'est inconfortable, mais c'est une clé si on veut comprendre ce qui se passe. Parce que, je l'ai dit au début, on a 2 options. On peut agir sur une situation ou on peut agir sur notre perception de la situation. Si je reviens à mon histoire de partenariat d'affaires, à ce moment-là, je croyais que la meilleure façon de réussir, c'était en m'associant à quelqu'un qui avait déjà du succès en affaires, puis de faire exactement comme lui. Même si, à certains moments, j'avais des doutes, même si je me sentais inconfortable en prenant certaines décisions, je me disais que mon partenaire en savait certainement plus que moi. Donc, je voulais changer ma situation financière, puis ça, c'était ma solution. Mais comme je me sentais de plus en plus mal, j'ai pas vraiment eu le choix de me questionner sur ce qui se passait. Puis au lieu de continuer à agir, j'ai dû m'arrêter pour comprendre puis revoir ma perception des choses. Et c'est là que j'ai changé mon angle de vue. Après une assez longue introspection, j'ai décidé que faire les choses à ma façon, c'était ce qui était le plus susceptible de me permettre d'atteindre le succès, qui, à ce moment-là, était pour moi la sécurité matérielle. Donc, j'ai changé ma croyance, j'ai changé ma façon de voir les choses. Et même, je peux aller encore plus loin. Même ma définition de la sécurité matérielle a changé aujourd'hui. J'ai plus besoin du même montant dans mon compte de banque pour me sentir en sécurité. J'ai plus les mêmes aspirations non plus sur le plan matériel. En développant ma capacité d'observation, en ayant le courage de regarder en face ce qui se passait, j'ai pu changer mes perceptions, puis j'ai pu ensuite agir à nouveau, revenir sur la situation, mais avec des nouvelles solutions qui, cette fois-ci, tenaient compte de mes vraies valeurs et de ce qui est important pour moi. Le zen, c'est donc être capable d'observer dans le but de comprendre ce que j'observe. Je ne peux pas changer ma perspective si je ne comprends pas ce qui se joue réellement. Et ça m'amène au thème central de l'épisode d'aujourd'hui. Pour observer, pour m'observer, pour observer mes réactions, j'ai besoin d'entraîner mon attention. L'attention, c'est l'habileté mentale fondamentale du zen. À notre époque, on le sait, notre attention est constamment sollicitée. Sur notre cellulaire, sur notre ordinateur, dans la rue, on reçoit des messages, des appels, des notifications, des offres, des publicités. On saute d'un sujet à l'autre à chaque moment, à chaque instant, puis notre cerveau est surchargé d'informations. Puis à un certain moment, on devient habitué. On prend le rythme, ce qui fait qu'on ne s'en aperçoit pas toujours, mais on devient tellement distrait, étourdi, puis même, je dirais, désorienté, que c'est très facile d'agir, de plonger dans l'action sans trop se poser de questions pour savoir pourquoi on agit d'une certaine façon. En fait, quand on ne se sent pas bien, on a tellement d'options pour se distraire que très souvent, on va chercher à faire passer l'inconfort en faisant autre chose. Donc, on va tout faire au lieu de s'arrêter pour observer. Personnellement, j'aime beaucoup aller dans les cafés, puis je me suis aperçue que quand j'aimais pas faire une tâche, quand j'avais des doutes ou quand il y avait une décision que j'avais pas envie de prendre ou quand je me sentais un peu plus stressée, fatiguée, la première chose que je faisais, c'était de prendre une pause, sortir de chez moi pour aller dans un café. Dans mon enfance, le restaurant, c'était un moment joyeux, c'était un moment de détente, ma famille était réunie, puis je pense que c'est un peu ce que je retrouve quand je vais dans un café. Je dis pas que l'activité aller dans un café, c'est une mauvaise chose, mais j'ai réalisé que j'avais tendance à procrastiner pour certaines tâches, puis aussi que mon habitude commençait à affecter mon budget aussi.
Quand j'en ai pris conscience, j'ai pris le temps de réfléchir pour déterminer ce que je pourrais faire pour réaliser mes tâches avec un peu plus de sérénité sans toujours sentir le besoin de me distraire, de sortir de chez moi puis d'aller dans un café. Donc, j'ai commencé à déplacer mes tâches un peu plus tôt dans ma journée puis ça a beaucoup aidé. Il y a quelques années, il y a un entrepreneur avec qui j'ai travaillé qui me disait que dans une journée, il fallait toujours s'occuper des crocodiles en premier. Les crocodiles, c'est les tâches désagréables, celles qu'on n'aime pas faire, et je crois que c'est un très bon conseil. En tout cas, ça a fonctionné pour moi. Aussi, je me suis poussée à faire les tâches, même si je me sentais inconfortable, sans les reporter à plus tard. Puis ça m'a forcé à trouver des trucs pour réguler mes émotions. J'ai appris à être un peu plus stoïque, à exécuter sans penser ou sans m'inquiéter. Maintenant, juste avant de commencer les tâches que j'aime moins, je prends souvent quelques respirations. Je fais une technique de cohérence cardiaque, j'inspire en 5 secondes, j'expire en 5 secondes. Je fais ça 3 ou 4 fois, puis ça me sort de la réaction de stress. Donc, si je reviens à mon affirmation de départ, pour changer ma perspective, je dois entraîner mon attention. Et comment est-ce qu'on peut faire pour entraîner notre attention? Il est important d'abord de savoir qu'il y a 2 types d'attention. L'attention étroite, puis l'attention large. Dans la pratique du zen, on entraîne les deux parce que s'il y a un déséquilibre, ça peut entraîner des problématiques. L'attention étroite, c'est de la convergence. Notre attention est dirigée vers quelque chose de spécifique pour discerner, pour voir les détails, pour comprendre. L'attention large, c'est de la divergence. C'est un peu comme si au cinéma, on faisait un zoom out. On recule, on élargit le champ de vision pour voir plus de choses en même temps. Quand j'utilise l'attention étroite, j'envoie un signal à mon corps qui dit qu'il doit s'activer puis se concentrer. Il doit être vigilant. Si on imagine un capitaine sur son bateau qui repère quelque chose au loin, à ce moment-là, il ne sait pas si ce qu'il voit, c'est un danger ou pas. Donc, il prend ses jumelles ou sa longue vue pour avoir une vision rapprochée puis voir plus clairement ce qui se passe. Donc, quand notre attention converge, notre système nerveux se place en état d'alerte au cas où il y aurait un danger. L'attention divergente, on va l'utiliser pour percevoir l'ensemble de notre environnement. Pour notre système nerveux, l'attention divergente, ça agit comme un signal qui nous dit qu'on est en sécurité. Dans ma ville natale, la ville de Québec, on a un phare qui s'appelle la Citadelle de Québec. Puis le phare est situé sur le Cap Diamant qui domine le fleuve Saint-Laurent. Pourquoi c'était construit à cet endroit-là? C'est parce qu'on avait la possibilité de voir à des kilomètres à la ronde. Quand on voit loin, on peut voir venir l'ennemi à l'avance. Quand je vois loin et large, mon corps peut relaxer parce qu'il sait qu'il est en sécurité puis qu'il va savoir quand le danger s'approche. L'attention divergente, ça va activer notre système nerveux parasympathique et la fonction du système nerveux parasympathique, c'est de nous placer en état de repos et de récupération. Bien évidemment, en tant qu'être humain, on a tous la capacité d'utiliser l'attention convergente et divergente, mais on a souvent une préférence, un type d'attention qu'on va maîtriser davantage. Si on a une personnalité un peu plus rêveuse, un peu plus ouverte, un peu plus sociable, avec une bonne capacité à se détendre puis à relaxer, il est possible que l'attention divergente, ce soit notre force. Si on a une personnalité hyper concentrée, disciplinée, une tendance à l'hypervigilance, une difficulté à s'arrêter de penser, il est possible que l'attention convergente, ce soit celle qu'on a le plus développée. Maîtriser les 2 types d'attention, c'est très important si on veut, 1, performer, puis 2, performer dans l'équilibre et la sérénité. En sport, dans les moments de performance, on dit qu'on veut adopter une concentration relaxe, un état de calme alerte. Quand on parle de concentration relaxe, la concentration, c'est la convergence et le côté relax, c'est la divergence. Quand on parle de calme alerte, le calme, c'est la divergence, l'état d'alerte, c'est la convergence. Donc, on peut voir que les 2 travaillent ensemble. Maintenant, on pourrait se demander comment est-ce qu'on développe la concentration relaxe ou l'état de calme alerte. Il y a quelque temps, j'ai lu un livre intitulé Soul of the Samurai, dans lequel l'auteur, qui s'appelle Thomas Cleary, parle de fixation de l'esprit. Il dit que la fixation de l'esprit, c'est une maladie. Je vous lis un passage que j'ai trouvé très intéressant dans son livre qui dit « Dans le contexte des arts martiaux,
la fixation n'est pas simplement un problème philosophique ou psychologique, mais une défaillance fatale. Se débarrasser de la maladie signifie libérer l'esprit des fixations, libérant ainsi l'attention pour fonctionner plus pleinement et de manière plus fluide dans le présent. Lâcher prise sur l'esprit sans l'abandonner signifie libérer l'esprit des fixations sans perdre la concentration, l'attention ou le contrôle. En préparation mentale, on dit que pour performer, il faut rester dans le moment présent. Mais le présent, ça change tout le temps. À partir du moment où il se passe un événement désagréable, se faire critiquer, recevoir une mauvaise note, devoir composer avec une décision qui joue en ma défaveur, si je continue à y penser après l'événement, l'événement, il fait partie du passé, le moment est déjà passé. Alors, continuer à penser à un événement passé, c'est fixer mon esprit sur l'événement. Et ça me fait sortir du moment présent. Par exemple, si je pense à une critique que j'ai reçue, je la revois dans mon esprit, j'en parle avec des gens, je pratique l'attention convergente. Et la convergence est tellement forte que ça devient de la fixation de l'esprit. Dans ma nouvelle application mobile qui s'appelle Guerrier Zen, qu'on peut retrouver sur les stores, on peut répondre à un questionnaire pour connaître notre profil, mais aussi pour analyser notre niveau de maîtrise des aptitudes mentales. Et parmi les 6 aptitudes, on retrouve la concentration et l'ouverture. La concentration, c'est la capacité d'attention convergente. L'ouverture, c'est la capacité d'attention divergente. Jusqu'à maintenant, j'ai fait faire la dernière version du questionnaire à une centaine de personnes dans différents domaines, le sport, le management, l'entrepreneuriat, et j'ai cumulé des données. Et j'ai remarqué que la majorité des gens ont un pointage élevé pour la concentration, mais un pointage faible pour l'ouverture. Si je vous donne un chiffre, en date d'aujourd'hui, le score global pour la concentration est de 71% et le score pour l'ouverture est de 48%. Ça, c'est une différence de 23%, c'est énorme. Et qu'est-ce que ça implique? J'ai quelques interprétations. L'attention convergente, ça nous place en état d'alerte. Donc, les chiffres pourraient expliquer le fait qu'on se sente autant stressé au quotidien. Avec l'attention convergente, on cherche à comprendre, on cherche à prendre le contrôle. Si on se rappelle le capitaine de bateau qui prend sa longue vue, son but, c'est de savoir ce qui se passe pour déterminer le niveau de danger, puis prendre les moyens nécessaires pour se sentir en contrôle de la situation. Prendre le contrôle, c'est important pour assurer notre sécurité, mais si on surutilise notre capacité de concentration, on se place en état d'alerte permanent et ça devient beaucoup plus difficile de se mettre à off et de récupérer. Beaucoup d'attention convergente et peu d'attention divergente fait qu'on pourrait aussi avoir plus tendance à fixer notre esprit, à sortir du présent, beaucoup de difficultés à laisser aller le passé, les situations inconfortables, les frustrations et même les situations positives. Au sujet des situations positives, je vais lire une autre citation du livre dont j'ai parlé un peu plus tôt et ça se lit comme suit. Lorsque vous frappez un coup avec l'épée, si vous pensez que vous avez marqué, alors l'esprit pensant que vous avez marqué s'arrête et reste là. Comme votre esprit ne revient pas du coup que vous avez porté, vous devenez négligent et vous vous faites frapper par le deuxième coup d'épée de l'adversaire. Ramener l'esprit signifie que lorsque vous portez un coup, vous ne vous concentrez pas sur le fait d'avoir frappé. Après avoir frappé, vous ramenez votre esprit et observez l'état de votre adversaire. Dans l'esprit du zen, même continuer à penser à nos réussites, c'est une fixation de l'esprit parce que ça nous sort du moment présent. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se libérer de la fixation de l'esprit? Une clé, la clé que je veux donner aujourd'hui, c'est le non-jugement. C'est si simple, mais ô combien difficile. Le non-jugement, c'est une habileté de base qu'on doit absolument apprendre si on veut développer la discipline de l'esprit. Quand je suis dans le feu de l'action, pendant ma performance, la meilleure façon d'exprimer tout mon potentiel, c'est de ne porter aucun jugement, quoi qu'il arrive. À partir du moment où je pose un jugement, qu'il soit positif ou non, je continue à porter mon attention sur l'objet de mon jugement, puis je perds la conscience du moment présent. Un ami m'a déjà dit, quand on accède à l'état de flow,
Au moment où on se dit qu'on est dans la zone, qu'on est dans l'état de flow, on sort de la zone instantanément. On reste dans le moment présent quand on pratique l'attention divergente. L'attention divergente, c'est la pleine conscience. Dans un prochain épisode, on va parler de ce qu'on peut faire pour entraîner l'attention divergente. Mais pour l'instant, je nous invite à pratiquer, à cultiver le non-jugement au quotidien, à faire l'expérience de vider notre esprit pour laisser la place à la paix, à la sérénité, pour qu'elle puisse entrer dans le nouvel espace qu'on lui a aménagé. Voilà, c'est la fin. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux aller plus haut, plus loin dans ta préparation mentale, je t'invite à télécharger un ou plusieurs de mes e-books gratuits sur guerrierzen.com. Et si tu as envie d'accéder à des outils pour améliorer tes performances, qu'elles soient sportives, professionnelles, artistiques, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit dans lequel je présente 3 étapes pour réduire le stress et performer en pleine confiance et où je te donne aussi tous les détails de mon nouveau programme de l'École du Guerrier Zen qui débutera en février prochain. Alors si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire sur mon site web à guerrierzen.com/webinaire. Sur ce, je te souhaite de belles performances et à très bientôt.